Bonjour chez vous, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission DG Presse qui reçoit ce matin Serge Nseka du journal de la ville, l'habitué de cette émission. Bonjour Serge. Bonjour Obed, bonjour aux co-débatteurs et à ceux qui vont suivre cette émission. Également Félix Chamala d'Amen TV. Félix, bonjour. Bonjour Obed, bonjour à tous, mes salutations à tous fans de DG Presse. Et Magardi Diana de l'FTA, Mike, bonjour. Bonjour Obed. Et nous décryptons 3 thèmes ce matin. On va se rendre à l'est de la République démocratique du Congo. Vous le savez, la région des Béni a été victime de massacre des terroristes et EDF. On continue à découvrir d'autres corps. Aujourd'hui, on a découvert une vingtaine de corps. Les bilans, ça voisinerait vers 200 personnes massacrées dans l'espace de 2 semaines. Et à Kanyabayonga, des bombes sont tombées aujourd'hui, des bombes larguées par les terroristes du M23 RDF. Et pendant ce temps, la communauté internationale appelle la République démocratique du Congo et le Rwanda au dialogue en privilégiant la diplomatie. On va parler également de la persistance et de la polémique autour des émoluments des députés nationaux en République démocratique du Congo qui touche réellement les députés nationaux congolais. Nous ferons étude sur la politique salariale en République démocratique du Congo. Et pour terminer, on fera un zoom sur la démission de Stéphanie Mbombo, la désormais ex-ministre déléguée en charge de l'économie du climat, près le ministre de l'Environnement. Alors, je commence par vous, Serge Nseka. Je rappelle que vous êtes du journal de la ville. Pourquoi les forces conjointes FARDC UPDF n'arrivent-elles pas à éradiquer les ADF et anticiper certaines de leurs attaques? Parce qu'avant d'attaquer, ils attaquent à des petits groupes, ils planifient et ils communiquent. Pourquoi ne pas infiltrer les communications? Je commencerai d'abord par présenter les condoléances. Je crois que on n'a plus suffisamment de larmes pour pleurer ceux qui tombent tous les jours, des innocents, des populations qui n'ont rien à faire avec la politique, mais qui sont pris comme cible et sont décimés tous les jours sous le regard et la barbe de la communauté internationale qui inviterait le Rwanda et la RDC à discuter, encore une fois, mais à discuter pour quel résultat? J'ai comme l'impression que les dés étant pipés, la bonne volonté n'étant pas au rendez-vous, n'importe quelle discussion accoucherait d'une souris. Le Rwanda a affiché des couleurs, le Rwanda a une lecture truquée de la situation, présente le problème à sa façon et prétend protéger les populations Tutsi de la RDC qui vivrait une sorte de génocide à l'interne, et c'était semble être beaucoup plus accepté de l'extérieur que la thèse de la République démocratique du Congo qui légitimement est en train de plaider en faveur de sa sécurité, la sécurité de son peuple. Comment voulez-vous qu'on puisse inviter, on tue des gens? On a vu des images de ce jour, comment on a bombardé Kanyabayonga. On retrouve 4 bombes qui sont tombées aujourd'hui. On retrouve des corps en 2 semaines, plus de 200 corps. Et la seule réaction que nous enregistrons, c'est l'appel à la négociation. Ça aurait été des Américains, ça aurait été des Français, ça aurait été une autre, de Rwandais, on condamnerait, ça serait des messages de condamnation. Mais, bon Dieu, pourquoi on ne condamne pas? Pourquoi on n'indexe pas? Même si nous allons discuter au BED. Mais cela n'exclut pas. Cela n'exclut pas. Mais qui condamne? Qui accompagne? Il faut plutôt des sanctions. Qui accompagne les sanctions viennent après des mises en garde, après des condamnations. Dites-moi l'État qui a condamné formellement. Je prends les 5 pays qui ont le droit de veto au Conseil des Nations Unies. Qui a condamné le Rwanda?
qui a indexé le responsable des désordres. Je le dis de manière impersonnelle, le responsable de ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo, personne. Il y a une forme d'hypocrisie et nous, on tombe dans le panneau, on voudrait croire que s'il y a un diplomate ou un officiel américain ou de Schengen place un mot, on dit non, la politique des, je dirais, de l'OTAN, des États-Unis et de l'Europe aujourd'hui, c'est pas en faveur de la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas à trouver des solutions dans ces formes d'invitation qui, on le sait, finit toujours de la même façon, c'est-à-dire par des échecs, par des ratés et même des déclarations qui se retournent contre la République démocratique du Congo. On peut revenir à Béni par rapport à comment ne pas infiltrer aussi la communication des ADF. Ils opèrent à des petits groupes très mobiles, ce qui rend le travail difficile au FRDC, même aux éléments des UPDF, avant d'attaquer des villages bien ciblés, aux heures précises. Les autorités congolaises ou l'armée devraient s'y accommoder. Là, vous me poussez sur un terrain vraiment dangereux. Je dis que ce pays, depuis très longtemps, a eu des services de renseignement de très haut niveau. J'ai discuté par le passé avec M. Atundu, qui a eu à conduire le service de sécurité de notre pays, que les analyses que produisait le service du Zaïre étaient non seulement accepté, mais informer, renseigner aussi le Mossad, le CIA. C'est-à-dire qu'on avait des services, des gens qui étaient là pour faire leur travail. Je me pose la question, tout le million qu'on met au service de ceux qui ont la responsabilité. Je n'ai pas la prétention de faire mieux qu'eux. Mais pourquoi on ne parvient pas à ça? Ce n'est pas sur un plateau de télévision que nous devons dire des choses. On en a assez dit. Les gens des renseignements, qui, à mon avis, devaient être des génies, parce qu'on recrute la crème des crèmes. Ils doivent avoir aussi des moyens de leur politique. Mais le plus grand moyen, le plus grand moyen, c'est d'abord le moyen humain. Ne pas prendre des gens parce que nous avons gagné les élections, nous sommes majoritaires, on place tout le monde. Non, il y a des postes où la politique ne devait pas entrer. La République ici a sorti de l'argent pour envoyer aux études des messieurs, des Congolais qui peuvent mieux faire ce travail-là quand on ne les utilise pas. L'une des conséquences, c'est qu'on est toujours dans les à peu près, on est dans les ratés. Pourquoi les autres, quand ils composent quelque chose, je le dis de manière vraiment simpliste, ils composent quelque chose, ils projettent quelque chose, ça réussit et il y a des résultats. Même les médias internationaux reprennent ça. Nous, on tue ici. Cite-moi 2 médias étrangers qui ont repris cette information. Merci Sergent Seka, je suis maintenant vous Magardi Diana de l'FT et Mike pendant dans une durée dans l'espace de 2 semaines, plus ou moins 200 civils ont été massacrés et hier on a découvert plus de 20 corps à décomposition, cette fois-ci dans le secteur de Rwenzori. Et où en est-on avec la brigade canine qui a été formée en combat des jungles? C'est comme si la moisson n'est pas tellement abondante et quid sur le mariage civilo-militaire. Il y a la population qui alerte, mais sur le terrain, quelques populations disent que l'armée réagit quelquefois avec retard. Ben, je crois que ça peut se justifier pour beaucoup de choses. Je pense en mon sens, au-delà de la formation, vous parlez de la brigade canine, mais la plus grande force, avant de pouvoir prétendre répondre à une guerre comme la nôtre, c'est de pouvoir en maîtriser la cartographie. Vous savez, quand on parle généralement de ces rebelles, quand on parle des éléments qui conduisent les opérations des IDF, c'est parfois des gens qui ont longtemps vécu dans cette jungle. C'est des gens, parfois, qui vivent en société. C'est des gens qui connaissent l'agglomération. C'est des gens qui connaissent les contextes sociétals de chaque zone. Si on veut répondre à cette question, on reviendra sur l'éternel problème qu'on décrit ici. Pourquoi on ne sait pas anticiper? Pourquoi on ne sait pas répondre de manière directe? Pourquoi on ne sait pas à la limite sécuriser l'ensemble de populations qui vivent dans une zone, je dirais, à haut risque? Mais dans le fond, la question rhétorique qu'on devrait nous poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'avons-nous réussi à renverser le rapport de force? Parce que quand vous verrez, par exemple, les 10 bombes larguées depuis le 13 juin et l'attaque des IRDF par le M23 aujourd'hui viennent en représailles des quelques opérations menées par le Wazalendo. C'est du donnant.
on essaye de conquérir et tente de conserver de l'espace parce que l'élément de garantie qu'ils ont aujourd'hui pour pouvoir nous contraindre autour d'une table reste l'occupation de zones. J'ai déjà dit ça sur ces plateaux ici, cette guerre-là continuera à se déplacer tant que nous n'aurons pas trouvé une solution définitive. C'est quand j'arrive chez Félix Chamala, j'ai besoin de faire chanter Félix Chamala, je prends ses enfants en otage. Dès lors qu'il n'y a plus des éléments d'otage, ma force d'agir ou de négocier disparaît. J'ai toujours dit, ces gens-là ne laisseront jamais l'espace congolais calme. Et qui dit espace congolais, c'est pas aller dans les collines, c'est rester dans des zones où il y a de la population pour pouvoir continuer à faire monter l'adrénaline. Et ça, à ce niveau-là, notre problème répond d'une faiblesse interne. C'est quoi la faiblesse interne aujourd'hui? Interrogeons-nous sur la cartographie, sur la stratégie sécuritaire. Généralement, quand je l'ai dit, les gens ont tendance à croire que c'est de la théorie, mais cette guerre-là répond à une trilogie. Pour pouvoir apporter des résultats efficaces sur l'approche militaire, il faut commencer par répondre d'abord à la question de la sécurisation de la population. Dès lors qu'on saura sécuriser la population, cela nous permettra de pouvoir créer un cadre de vie autre que ce cadre désolant que cette population vit depuis plus de 2 décennies. Mais en termes de sécurisation, c'est une zone à haut risque. Interrogeons-nous sur l'effectif. La stratégie, c'est bien, mais interrogeons-nous sur l'effectif, sur place. J'aimerais pas aujourd'hui me permettre, tout journaliste que je suis, de revenir sur des faiblesses d'ordre stratégique au niveau de l'armée. Vous verrez qu'en interne, il y a beaucoup de tares qui font que répondre au préalable ou à ce que moi je considère comme des objectifs à très court terme. Ça veut dire commencer d'abord par amputer ces gens-là de leurs moyens de pression, sécuriser la population et les cantonner dans des espaces vides ou encore dans des collines et dans des forêts. Ça rendra vulnérables ces derniers. Parce que imaginons qu'il y a une base militaire, une base arrière de M23 qui s'est retrouvée dans une zone non habitée. Avec 2-3 coups de drone, on s'est nettoyé la zone. Et ils le savent. Ils savent qu'ils sont vulnérables dès lors qu'ils sont dans des zones non occupées. La force d'un mouvement rebelle, c'est d'avoir d'otages, rester dans des zones habitées, rester au milieu de la population civile. Or, quand dans les questions de sécurité de proximité, cette population civile ne se sent pas totalement intégrée, sécurisée par les forces loyalistes, c'est elles qui jouent facilement le jeu. Le jour où on arrivera à dissocier, le jour où on arrivera à répondre à une exigence étatique de pouvoir sécuriser la population, dans l'opérationnalisation stratégique, ça nous permettra à nous de pouvoir activer, aller jusqu'au bout de l'approche militaire. Mais dès lors qu'on n'arrive pas, ça sera du genre, on arrive pour occuper une zone, ils vont libérer, ils vont partir, mais après on représaille, puisqu'on a un problème d'effectif, un problème, je ne vais pas dire stratégie, ça sera extrêmement grave, mais un problème de contingence, ils reviendront après récupérer les mêmes zones libérées il y a 2, 3, 4, 6 mois. La police doit aussi contribuer à sécuriser les agglomérations libérées. Vous connaissez, non. Oui. Si vous voulez parler de la police, oui, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Si déjà dans des zones face au banditisme urbain, qui n'ont que des armes blanches, la police éprouve des difficultés, n'amenez pas cette police face à des gens armés jusqu'aux dents. Non, s'il vous plaît, soyons cohérents. Ça fait partie de ce que j'appelle les faiblesses dont à l'époque, il y avait des unités de la police oui, qui étaient bien armées également à l'époque. Oui. Bon, en fait, je répète. Pourquoi ne pas rééditer cela? À l'époque, quelle époque? Il y avait les groupes mobiles d'intervention. Oui, mais ça existe jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais quid, c'est pas dans est-ce que ça existe ou de l'efficacité? C'est ça notre problème. Le problème, c'est dans l'efficacité. Et au-delà de ça, je pense aussi que si on ne sait pas répondre au préalable que j'ai établi ici, même dans les phases de négociation, on restera vulnérable. Alors, Marc Gadi Diana, comment consolider le mariage civilo-militaire? Vous savez, par exemple, à Béni, là où il y a les terroristes se cachent aussi également au sein de la population. Il y a certains traîtres aussi qui collaborent avec les EDF. Cela rend difficile, donc rend le travail difficile à l'armée parce que la population doit continuer plus à donner de l'information et à l'armée à l'utiliser à bon escient. Je crois que sur cette question, je veux faire un effort. Je veux pour rester sociologue. Aujourd'hui, on parle de traîtres, des gens, comment, pourquoi la population ne collabore pas, mais vous revenez au schéma que je viens d'établir ici. Vous savez, quand on vit en communauté, chaque être est humain, qu'on soit parent, enfant ou autre, l'instinct animal se réveille quand il s'agit de sécuriser sa famille. Aujourd'hui, quand l'État ne sait pas sécuriser la population, par instinct de survie,
pour des raisons soit de protection, soit pour des raisons économiques, ces derniers se sentent vulnérables et très attirés par les mouvements rebelles. Je donne un exemple. Quand vous êtes dans une zone occupée, sous occupation de rebelles, je veux bien, moi, faire preuve de patriotisme. Mais nous connaissons tous le sort qui me sera réservé. Quelle garantie j'ai de pouvoir collaborer avec l'État, identifier, encore révéler les positions de mouvements rebelles, et que par après, il n'y aura pas représailles, et que par après, je ne mettrai pas l'ensemble de ma famille en danger. Vous savez, nous, on réfléchit parce qu'on est dans la dimension étatique. Mais dans ces différentes zones où les gens vivent ces affres, la première réflexion est une réflexion d'abord subjective, personnelle et, j'ai envie de dire, familiale. Ça, c'est une faiblesse. Dès lors que l'organisation sociétale en interne pose un problème, c'est un élément de fragilité. C'est ce qui rend difficile la collaboration forces loyalistes et population. Or, dans une guerre, certes, c'est vrai aujourd'hui qui a évolué, mais qui garde les attributs d'une guerre asymétrique, il est difficile de pouvoir mener cette guerre-là à bon escient sans qu'il y ait une collaboration au préalable des structures de société qui sont autour. Je ne parle pas de la société civile qui parfois atteint une dimension politique, bénéficie des subventions de l'État, mais ne répondent pas de manière directe à l'ensemble de la population, deviennent juste des renseignants. Comment dénicher ces collaborateurs? Des EDF par exemple, ou des M23? Vous savez, c'est un grand travail. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on peut dire par A plus B. Je crois que c'est d'abord un travail un travail stratégique qu'il faut mener en interne parce que la cohabitation aujourd'hui est devenue presque... Il y a même des familles qui ont des enfants dont les pères sont rebelles. Vous voyez, dans la problématique d'ordre sociétal, la question commence à devenir un peu plus complexe, mais je pense qu'aujourd'hui, avec une très bonne stratégie, dès lors qu'on saura remettre la question de la proximité en interne, on saura dissocier les orientations sociétales des orientations militaires, on aura un lit qui permettra de monter une stratégie et d'engager un vrai combat. Marc Gardidiana, dans 20 secondes pour clôturer avec vous, les élus du Nord Kivu, réunis au Zedikokis, les députés nationaux du Nord Kivu, ils plaident pour le renforcement des Wazalendo, mais aussi l'autoprise en charge locale en collaboration avec l'armée. C'est une des solutions, localement. Oui, mais la preuve, c'est que les Wazalendo nous ont permis à nous de franchir un palier. Ça, on ne va pas se le voiler aujourd'hui. Quand l'État était contraint par ses engagements au niveau sous-régional et international. Mais dans le fond, je crois que quand on parle de Wazalendo, je crois que l'esprit a un peu évolué aujourd'hui. Au-delà de ces hommes de caserne et autres réservistes, je crois qu'il y a une vraie problématique militaire autour qui nécessite un engagement assez différent. Quand il dit renforcement, je suis d'accord. Mais à mon sens, je pense que puisque c'est un dérivé de la stratégie militaire, je suppose que dans... j'ai envie de dire, dans la programmation gouvernementale, on a pris en compte cette question. Merci. Si on ne l'a pas fait, ça veut dire qu'on dit une chose et son contraire à la fois. Merci, Marc Diana. Je suis avec vous, Félix Chamala, d'Amen TV. Peut-on dire que les islamistes à Béni profitent des groupes armés, et la prolifération des groupes armés locaux? Et est-ce qu'il faut que UPDF puisse retourner chez elle en Ouganda, aller plus s'occuper de la sécurité de ses frontières, parce que c'est par là où passent plusieurs recrues des EDF. Je pense que cette situation de l'insécurité dans la partie est du pays, des fois ça évolue, des fois on se pose plusieurs questions. Pourquoi on est toujours sur le même point, on n'avance pas? Je pense qu'aujourd'hui, avec plusieurs troupes rebelles dans la partie est de la République démocratique du Congo, il est mieux que notre gouvernement puisse au moins se prendre en charge lorsqu'il s'agit de questions de sécurité dans la partie Est. C'est la priorité zéro du gouvernement. Mais c'est la priorité, c'est ce qu'on avait vu aussi avec le gouvernement soi-disant de Warrior. On a vu que c'était leur priorité, mais à la fin, nous sommes restés sur le même élan. C'est pour cela aujourd'hui, comme... Ce n'est pas un match de football, vous le savez. Non, ce n'est pas un match de football, mais on doit au moins avoir de prouesses. Aujourd'hui, Bunagana, c'est 2 ans que le territoire ou bien les contrées de Bunagana est récupéré par des rebelles. Jusqu'à quand? C'est pour vous dire tout simplement que le travail doit se faire à l'interne à une grande vitesse. Nous avons un problème où nous avons formé
nos militaires, mais quand il s'agit de moyens, que ce soit le moyen financier, le moyen c'est-à-dire de matériel à utiliser pour au moins faire face à l'ennemi, c'est ce qui poserait problème. Je pense qu'aujourd'hui, avec le gouvernement qui au moins prend l'acte de faire la guerre ou bien l'insécurité dans la partie Est comme une priorité, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer, dialoguer ou bien ne pas dialoguer avec le Rwanda pour trouver la paix, bon, ça semblerait au moins, parce que je l'ai toujours dit, combien de fois on aura parlé, il faut dialoguer, il faut aller vers l'Angola, vers la Addis Abeba. Mais si les choses n'avancent pas sur le terrain, que faut-il faire? On devrait maintenant regarder de l'autre côté qu'est-ce que nous pouvons faire. Parce que vous savez, à chaque fois quand on tire sur vous et vous restez calme, ça signifie que la personne a tout le temps. On prend l'exemple, vous pouvez être dans une famille, lorsqu'un enfant se voit, à chaque fois qu'il y a l'un de ce frère qui à chaque fois tape sur lui, le frère ne réagit pas, tape sur lui, non papa voici on m'a tapé, papa voici on m'a tapé, jusqu'à tel point il va commencer à faire plus que ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Et que dites-vous de la recette locale proposée par le député national du Nord Kivu, l'autodéfense locale, la collaboration avec l'armée, outre les Wazalendo? Je pense mieux l'autodéfense avec le Wazalendo. Qui doit être bien encadré. Mais moi, je me demande, est-ce que le Wazalendo qui sont dans la partie de la République démocratique du Congo sont identifiés? Parce que des fois, moi, je me dis, ça pourrait, avec le temps, venir encore un groupe ou bien de gens qui réclameraient, par exemple, de postes ministériels. Parce qu'il faut un peu voir des choses de ce côté-là. On pourrait aujourd'hui dire non, on soutient les Wazalendo, mais des fois, ils vous diront que non, nous avons fait le bon combat. Maintenant, qu'est-ce que vous allez nous donner? Parce que la loi sur les réservistes est là, qui doit les prendre en charge. Mais vous savez que par là, on va aussi donner, par exemple, force aux autres troupes qui sont dans la partie Est de la République. Pourquoi? Parce qu'ils se diront aussi que aujourd'hui, le Wazalendo l'ont fait, ils ont des postes aujourd'hui, ils sont au gouvernement. Nous aussi, nous pouvons oser faire comme le Wazalendo et nous allons y arriver. Je pense que le ministre de la Défense, le VPM, Guy Kabombo, moi, j'invite à un grand travail à faire. Le grand travail à faire et au moins... Y compris Jacques Chabani également. Outillé, bon, la sécurisation des agglomérations également. Oui, c'est-à-dire au moins utiliser tous les moyens pour que notre armée soit au moins soit forte. Parce que vous savez, quand vous parlez de la police, Diane, vous l'avez bien dit ici, que vous savez, ici on a presque seulement de Koulouna, mais nous voyons une police faible où aujourd'hui la police même collabore avec de ces Koulouna-là. C'est ce que moi je me demande, pourquoi on pourrait éterniser un policier dans un quartier. Il vous dit que non, ici j'ai déjà dans ce quartier 10 ans, 15 ans. Vous voyez un peu, ça crée un peu cette ambiance-là avec les jeunes du quartier, c'est familiarisé. Tandis qu'on devrait au moins avoir un point fort, de temps en temps avoir de permutations de ces policiers-là pour au moins avoir la meilleure police. Merci Félix Chamala. De bombes ont fait des victimes ce matin à Kanyabayonga, qui est l'agglomération stratégique qui donne la voie pour les villes de Beni et de Butembo. Et l'action actuelle de l'armée contre les M23 RDF ces derniers jours permettra-t-elle de repousser les M23 RDF loin de Kanyabayonga et espérer récupérer les agglomérations qui sont sous contrôle du M23 RDF, dont au Bunagana? Moi, je n'arrive pas à dire que peut-être ils vont le faire, récupérer les endroits récupérés. Comment vous êtes pessimiste? Non, il faut les dire. Mais il faut encourager son armée pour aller de l'avant. J'ai dit il faut les dire. C'est comme une équipe de football. Vous savez le problème, c'est quoi? Le problème est que nous récupérons des villages. La question reste de se poser comment nous gardons encore ce village pour que le rebelle n'y revienne pas. Parce que on récupère 3 ou 4 jours, on vous dit que non, le village est déjà dans les mains de Mais c'est la guerre. Mais la guerre, mais pourquoi nous, quand on récupère des villages, deux fois, on peut faire que 3 ou 4 ou une semaine? Pourquoi pas parler des années et des années? Aujourd'hui, Bunagana, c'est sous
le M23, 2 ans déjà avec Bounagana. Nous espérons avec le nouveau gouvernement. C'est une question de jours, de semaines, de mois pour récupérer nous espérons toujours toutes ces agglomérations. Les autres ont fait confiance. Merci. Les autres ont fait confiance quand Jean-Pierre Bemba était là, l'homme qui connaît au moins le terrain, qui fait ainsi de suite. Mais avec le nouveau ministre de la Défense, je ne sais pas s'il y arrivera parce que je ne l'ai jamais vu. Il doit avoir aussi les moyens de sa politique. Je ne l'ai jamais vu dans l'entourage de militaires. Lorsqu'on parle des questions sécuritaires, je ne l'ai jamais vu. Mais je ne sais pas comment ils vont s'en sortir parce que vous savez, dans l'armée, en tant que nouveau ministre, vous devez au moins avoir maîtrisé tout le généralaire, non? Mais il a des conseillers, merci. Je pense. Merci, je pense qu'il a des conseillers. Il ne faut pas oublier, on a une école stratégique. Il y a aussi Tchez aussi qui a des experts pour appuyer le gouvernement. Je pense qu'il y a des experts, mais faisons le grand travail parce qu'à chaque fois, on fait toujours rêver. Serge, on va parler de la polémique au niveau de l'Assemblée nationale, mais dans 30 secondes, est-ce qu'il faut que UPDF retourne en Ouganda pour aller sécuriser ses frontières et la RDC et l'Ouganda qu'il reste seulement au niveau d'échanges d'informations et de renseignements? Vous savez, parmi les EDF, il y a beaucoup de nationalités, dont les Ougandais, les Rwandais, les Tanzaniens, les Burundais également. Et si ces pays-là parvenaient à sécuriser leurs frontières par lesquelles passe le recul des EDF, ça peut aider au FARDC de réduire la capacité de nuisance de ces EDF. Au-delà même de UPDF, je voudrais parler du rapport RDC-Ouganda qui, à mon avis, n'est pas au beau fixe, quoi. C'est-à-dire que c'est la chauve-souris, dans la sincérité, dans ce rapport, il manque un élément qui est la sincérité de partenaire. Que je ne sais pas si c'est la RDC ou l'Ouganda, mais je crois beaucoup plus l'Ouganda parce que c'est l'Ouganda qui a fait beaucoup de mal à la RDC. Je pense à la guerre de 6 jours de Kisangani, je pense à toutes les incursions. L'armée, selon certaines informations à notre possession, l'armée ougandaise rentre et ressort sans autorisation. Et ce sont des éléments, peut-être que Kinshasa semble gérer au nom de, je dirais, de la paix, de la sécurité sous-régionale, mais ça ne peut pas se jouer seulement sur la forme. Comment voulez-vous qu'il y ait des Ougandais qui sont dans des groupes rebelles qui sont ici et on appelle les forces armées ougandaises pour les combattre? C'était la mutualisation. Au début, la moisson était abondante. Au début des opérations, Serge NCK. Et la suite? Mais c'est la guerre. Mais mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, qui a dit... Raison pour laquelle je pose le problème en termes de sincérité, sur le plan éthique, sur le plan moral, même sur le plan des stratégies. Au-delà même de cet aspect sécuritaire, mais qui gagne? Parce que le commerce c'est vers l'Ouganda, c'est vers le Rwanda. Ils prennent du bois ici, le café, tout le reste, et ça sort par chez eux. Alors si nous continuons à croire que ces gens-là viendraient pour nous aider à avoir la paix. Merci Serge, on va se rendre directement au niveau du Parlement congolais avec cette polémique autour des émoluments, 21 000 $ qui n'ont jamais été prouvés, mais il y avait eu des contradictions entre les députés de la majorité de l'opposition lors du bureau Mbosso, qui dit vrai et qui dit faux. J'aurais bien aimé oui, qu'on gagne du temps en réfléchissant sur des dossiers plus importants pour le pays. Le président de la République, lors de sa campagne, est passé dans un média pour dire que les députés ont droit à avoir de moyens parce qu'à un certain moment, au lieu de voir le gouvernement... Ils sont des vies de caritas, oui, c'est qui ne pas faux. Ce sont des habitudes qu'on peut aimer ou ne pas aimer. Que le député gagne 21 000... Mais Kamere a dit c'est presque 5 000, hein, Non, je pense que le président Kamere n'a pas menti, mais il n'a pas dit toute la vérité. Il a donné une rubrique des émoluments. Parce qu'à côté du salaire, qui s'élèverait à 14 millions, il y a d'autres... Le salaire net. D'autres avantages qui les... La totalité... Mais Kamere a parlé tout, y compris selon lui. Non. Selon lui. Je pense que... Oui. Je voudrais me répéter très respectueusement. Nos dirigeants sont des gens outillés à leur place, mais nous journalistes, je refuse que nous soyons des caisses à résonance. Le dirigeant peut dire une chose, les journalistes peuvent en dire une autre
dans la mesure du possible. Il y a des avantages. Il y a liés à la santé, liés au charroi, liés, même des avantages politiques qu'on a appelé à un certain moment des invisibles. Mais tout cela provient du trésor public. C'est là. Le problème est que ce n'est pas 14 millions qu'ils ont comme salaire, mais tous les autres avantages-là, mais proviennent du trésor public. Vous ne pouvez pas reconnaître seulement les 5 000 $ et les autres, là, vous ne les reconnaissez pas comme si on allait les chercher ailleurs. Non, c'est une question de sincérité, c'est une question d'honnêteté. Et cette discussion n'a pas lieu d'être parce que tout le monde sait aujourd'hui, quand il y a Matanga dans le quartier, quand il y a le mariage, quand il y a 30 juin, les gens vont chez les députés chercher l'argent. Si ces députés-là n'ont pas l'argent qu'il faut, ils vont embêter ministres, premiers ministres, les chefs d'entreprise à travers des motions pour trouver l'argent. Donc, à mon avis, on devait vraiment consacrer ce temps à des réflexions sérieuses. À moins que le gouvernement, à moins que le politique, même les députés, là, soient vrais et qu'ils se mettent d'accord sur ce qu'ils reçoivent. Peut-être qu'on peut dire que tout le monde ne reçoit pas la même chose, selon qu'on est proche du soleil ou bien éloigné. Mais sinon, en dehors du brut qu'on a donné là, il y a des avantages. Merci. Alors, merci Sergent Sekam. Nous réfléchissons. Margardi Diana, 5 000 ou 21 000, qui dit vrai, qui dit faux. Faut-il publier le barème salarial des députés, y compris les invisibles, pour mettre fin à cette polémique? Merci pour la question. Avec votre permission, en 2 secondes, un élément essentiel sur le premier sujet. Je pense qu'à la limite près, il faudrait éviter ce que moi j'appelle la providentialité dans les questions de l'État. Aujourd'hui, il est connu de tout le monde. La gestion de la phase opérationnelle des aspects militaires, c'est le Conseil supérieur de la Défense. Où prennent également part le ministre et le chef de l'État qui en est le commandant suprême. Je crois que, pour une fois, on a un VPM de la Défense qui est très éloigné des questions de la Défense. Pas pour une fois, on a déjà eu un pharmacien à ce poste. Batambo à l'époque. Je m'étais refusé. Oui. Je m'étais refusé cette approche avant très longtemps. Non, mais en fait, ça c'est pas quelqu'un qui est très loin des questions. Oui. Mais on avait quelqu'un qui n'avait rien à foutre là-bas. C'est ça la différence. Ici, je faisais la disparité dans les compétences, dans la lucidité. Il n'est pas lucide à ces niveaux-là. Mais je pense aussi que notre armée a besoin d'un peu de management. Quelqu'un qui, en matière de gouvernance, peut apporter une forme de gouvernance différente dans les questions de l'armée. Ce n'est pas lui qui gère les opérations, ce n'est pas lui qui gère la phase opérationnalisation, ce n'est pas lui qui gère il y a l'état-major général. Et encore, il a l'avantage d'arriver dans un contexte où il y a déjà ce qu'on appelle la loi, la programmation militaire. Il y avait que les milliards par an. Exactement. Il y a une charpente et une stratégie déjà définie. Pour les approches militaires, je crois qu'il faut plutôt quelqu'un qui apporte la gouvernance dans la gestion de ces aspects. Parce qu'on ne peut pas avoir une bonne stratégie, ne pas être en mesure suffisamment de donner des moyens pour ça, pas suffisamment de pouvoir gérer le personnel militaire, qui est un sérieux problème. Et je crois que puisqu'il a brillé, parce que les gens ne le savent pas, il est expert en bonne gouvernance, peut-être que lui apportera cette autre dimension qui permettra à l'armée d'optimiser le moyen mis à sa disposition et aller vers cette stratégie. Merci. Revenons à ma question. 5 000, 21 000. Je reviens sur la question. Alors, je vais faire faut-il publier le barème salarial des députés nationaux? Je veux faire un effort. Pour mettre fin à cette polémique. Je veux faire un effort. Dans la forme présentée par Saint Chekaoui, c'est une question qui... Y compris les invisibles. En fait, n'est pas vraiment un sujet de développement. Mais je vais donner une forme assez potable. Mais la population doit le savoir. Laisse-moi, je vais arriver, non? Je vais donner une forme potable à cette question. Oui. Vous savez, quand on parle des questions de la rémunération, c'est aussi une question de gouvernance. Les députés est un représentant de la population. Or, la notion de la représentation est temporaire. Si c'est lui qui doit représenter la population, s'enrichit très rapidement sous prétexte que de temps en temps, les gens viennent chez lui pour demander 100 $, 200 $, 300 $. Mais vous savez que nous continuons à enfoncer l'esprit et la mentalité de la classe politique. Avec beaucoup d'écart entre la population. Ça veut dire que ou les fonctionnaires. Si aujourd'hui on donne mandat à Serge Nseka, il arrive là-bas après Serge Nseka, on se rend compte qu'il achète des maisons partout dans le quartier. Demain, chaque maman dans le coin réfléchit à son enfant et dit comment Touro Oyo Foken. On n'y va pas pour des bonnes raisons.
Et au-delà de ça, dans l'État comme le nôtre, où tout est chantier, tout est à refaire, la première, pour moi, d'action dans les questions de gouvernance réside dans la répartition de ressources de l'État et qui passe par la rémunération. Je suis d'accord avec le chef de l'État que le député gagne moins. Je suis d'accord à peu près, parce que le chiffre donné par l'honorable Caméré n'est pas très exact. Il a parlé de 5 000, mais pas de manière nette, c'est 7 200 et quelques. Ça, je tiens le rapport, je tiens non seulement de l'ODEP, mais différents rapports aussi en interne de finances. Mais il y a d'autres députés de l'opposition à l'époque d'Embosso qui parlaient des 12 000, d'autres 16 000 de l'opposition. Non, mais je veux arriver. Maintenant, là, on nous évoque que le salaire brut. En fait, de la majorité, brut, je dis pas de l'opposition. De pas la brut, majorité. De la pas majorité. brut, le salaire net. Mais on va pas, c'est pas autour de cette table qu'on va apprendre comment on calcule les revenus, qui est différent de la rémunération pour la rubrique salaire. Les revenus mensuels d'un député. On parle du revenu, on ne parle pas du salaire. Le revenu mensuel d'un député n'est pas à ce chiffre-là. Et je veux conseiller. Donc pour vous, le président Vital Kamerhe a menti parce qu'il a dit non, y compris les invisibles. Mais il n'y a pas que... Non, quand il dit y compris les invisibles, c'est là où on n'est pas d'accord. Oui. C'est là où j'ai dit je vais donner un conseil au nouveau coordonnateur de la cellule parce qu'il a rang de conseiller en communication. Monsieur de Moïsouba, quand vous êtes dans le contexte congolais, faites attention quand il s'agit des communications de ce genre-là. On vit une société qui, dans la réalité, dans ce qu'on appelle la crise des politiques, la communication est devenue un élément important de la calmie sociale. Quand vous communiquez mal, vous exacerbez les tensions. Et aujourd'hui, la communication doit plutôt avoir une approche pédagogique qu'une approche belliqueuse comme on en a l'habitude. On dit et puis on s'en va. Ce qui viendra après, on va gérer. C'est pas ça. Faites très attention dans le contexte parce que dans ce genre de contexte, une mauvaise communication peut engendrer de l'implosion. Merci. Il ne faut pas oublier, un simple fait des matchs de football, un ras-le-bol de football nous a amené à l'indépendance. Oui. N'ignorez pas. Et à ce niveau, ça vaut Et pour les vous avez oublié le problème du pain également avec le printemps arabe, Mohamed Bouazizi. Non mais vous m'arrachez le mot de la bouche. Vous m'arrachez le mot de la bouche. Oui. On a eu l'une des plus grandes révolutions de l'Afrique arabe qui est partie d'un mécontentement d'ordre sociétal. Oui. Et à combien plus forte raison une société congolaise qui aujourd'hui, déchirée par les tensions d'ordre communautaire, déchirée par la crise économique et sociale, faites très attention à ces niveaux-là. Merci. Donc Ensuite, pour moi, je chute. Sur la question, par exemple, des revenus, il y a lieu aujourd'hui de pouvoir réfléchir en interne. C'est pourquoi je dis, dans la programmation de finances... Donc c'est Kamerhe qui dit vrai ou c'est Fayoulou? Non, Kamerhe a tenté de jouer à ce que nous on appelle en communication de l'anticatastase. Dire une demi-vérité pour asseoir une thèse, mais dans le fond, c'est pas ça, on sait que c'est pas ça. Parce qu'on se voit, les députés, on sait voir leur train de vie. Même au niveau des finances, on peut retracer. Ne vous en faites pas. Hein, c'est pas des choses, l'argent là ne sort pas quand même à l'abstrait. Il y a une chaîne budgétaire où on peut retracer, voir ce qu'ils disent, c'est pas... Et il y a des services qui font ce travail-là, qui contribuent. Merci. Donc, Félix, il faut trouver un moyen, ça fait partie des éléments de gouvernance. Comment mettre fin à cette polémique 5 000, 21 000, rapidement? Bon, je pense que la population a le droit de le savoir. Hein. Bon, je pense que le politique aime trop rouler la population. Pourquoi? Parce que c'est déjà un débat qui était là à 21 000 $. Kamerhe vient avec 5 000 $. Dernièrement, j'avais vu un député... je pense au nom de Godé Mpouy, qui parlerait moins de 5 000, que touchera un député. Mais je pense que, où allons-nous vraiment lorsque, dans un pays où c'est votre argent, c'est ce que vous gagnez, parce que le chef de l'État vous a... Mais c'est à nous, la presse, d'aller chercher quand même le député de la majorité de l'époque. Je pense ils ne vont pas... Mais il y avait des contradictions à l'époque. Je pense qu'il y a beaucoup de contradictions. Mais c'est à nous de creuser un peu davantage. Ils ne vont pas dire la vérité, à qui on ne sait pas les informations cachées. Pourquoi pas? Parce que Kamerhe voulait au moins faire comprendre dès le début de la session que non, aujourd'hui la population pouvait vous calmer. Moi-même j'ai contrôlé ici à l'Assemblée nationale, c'est 5 000. Est-ce que la population a cru à cette vérité des VK? Je ne pense pas. Je ne pense pas que la population a cru à ça parce que entre eux d'abord, ils n'arrivent pas à dire tous
la même chose. La même chose. Quelle solution? Sur Faut-il les publier brigades de le barème Mais pourquoi on cache même Non, pour c'est les pas membres ça. du gouvernement, même pour le président? Ce n'est pas une solution. Ce n'est pas la solution? Ce n'est pas encore une la solution. Oui. L'essentiel est de parler de ce qui est essentiel pour l'avancement de notre pays. C'est comme l'a dit Serge. Mais pourquoi On toujours peut cacher pas- les salaires on en peut pas- en RDC? Oui, je pense qu'ils peuvent le éviter faire entre l'implosion eux, mais sociale. pour nous éviter des problèmes. Je pense qu'il est temps de parler de bonnes choses. Et au comment lieu de mettre fin à ces s'éterniser. écarts au niveau des Mais salaires comment, en on va RDC? mais comment on va mettre fin à chaque moment il y a un député s'élève pour Parce dire que c'est énervant aussi, quelque nous part, on touche 8 000, les autres disent que nous touchons 12 000, les autres parlent de 20 000. C'est-à-dire c'est comme si celui qui est près du roi toucherait 21 000, celui qui est loin Oui, du c'est roi. la- Et quelle solution? Ils n'ont pas tous le Rapidement, même quelle salaire. solution? Félix Chamala, quelle solution? Mais je vous l'ai dit. Pour éviter une polémique éternelle. Je pense que Kamere a Oui. tranché pour dire que le député touche 5 000. Est-ce qu'il a Mais convaincu? je pense qu'il n'a pas convaincu. Ceux qui sont tout près de lui, le roi, ils savent combien il touche. Ceux qui sont loin de lui, ils savent ce qu'il touche. C'est fini. Merci Félix Chamala, Serge Nseka. On va parler politique dans cette émission. Nous revenons sur la démission de Stéphanie Mbombo, la désormais ex-ministre déléguée en charge de l'économie et du climat après le ministre de l'Environnement. Selon vous, quels seraient les non-dits de cette démission un peu précipitée? 30 secondes. Juste, Rapidement. Je voulais rappeler ceci à l'attention des autorités, surtout de l'Assemblée nationale, qu'ils fassent un peu attention à leur manière de communiquer. Déjà, on a vu cette presque rixe entre le président et les deuxièmes vice-présidents de remarques vraiment à la Zorro. Ça donne une image pas sereine. Nous avons besoin de stabilité dans les institutions, qu'on nous donne l'image d'une équipe, plutôt que, et même de sortir en rapport avec l'argent. Merci Serge. Nous connaissons, c'est très important. On parle un peu des fétiches là-bas, mais est-ce que pouvez-vous répondre à ma question parce qu'on est en train de parler de temps rapidement. Je ne parle pas de fétiches. Oui. Je dis la population des fétiches là-bas. Il y aurait eu des arrêtés. Hein. La population, il y aurait eu des hiboux. La population a porte beaucoup ses regards vers l'action de l'Assemblée et a beaucoup sur d'espoir. la démission de Stéphanie Mbombo. J'y arrive. Oui, que les autorités puissent penser à la paix sociale dans leur sortie, c'est très important. Les non-dits. C'est que c'est un gouvernement qui n'est pas très stable dès le départ. C'est un gouvernement qui un signal fort. un arbre, ça dépend de quel côté on se situe. On a pris 3-4 mois avant de sortir ce gouvernement-là. Et ça explose au départ, quoi. Donc, au décollage, pratiquement, parce que Madame la ministre honoraire est allée à Brazzaville, porteuse d'un message du chef de l'État. Et à son retour, il y a une démission annoncée par la primature et qu'on a créé une structure qui, à mon avis, n'avait pas lieu d'être, ministre délégué pour l'économie et du climat. Mais ça, c'est l'appendice du ministère de l'Environnement. Pourquoi détacher l'économie du climat? Parce que tout le travail... Non, elle est déléguée auprès de la ministre de l'Environnement. Est-ce que je dis quelque chose de différent? Est-ce que c'était nécessaire créer cette cette délégation ministérielle. C'était vraiment important. Parce que là, c'est la résultant du travail qui a été fait par le ministère. Et évidemment, la dame n'est pas étrangère dans toute la démarche. Si son nom d'émission poserait problème pour Brazzaville. Poserait la problème. Personne qui l'aurait signé. Certaines sources parleraient, je parle conditionnel, que l'ordre d'émission aurait été signé par l'ancien DIRCAB, qui est déjà vice-premier ministre en charge du plan. Et d'autres parleraient même des langues des conseillers, mais ça vérifier. Je m'interroge. Est-ce que c'était une mission du gouvernement ou une mission de la présidence de la République? Parce qu'elle a été membre du gouvernement. Membre du gouvernement. Le reportage de son équipe est même sur la toile. Bon, si le problème se présente de cette façon-là, qu'est-ce qui fâcherait à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'était passé exactement à Brazzaville
Allô Brazza, on peut nous donner la réponse de ce côté-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à Brazza? Parce qu'il y a des supputations, il y a des choses que nous, comme journalistes, n'avons pas le droit de dire ici. Oui, Serge, mais cela pourrait nous donner à penser que la première ministre a déployé ses biceps en montrant la ligne à suivre et qu'il y a une certaine discipline. Sinon, des divergences, ou peut-être dans un autre cas, des divergences qui portent atteinte à la dignité, à l'honneur de certaines personnes, qui le poussent à partir. Mais dans tous les cas, qu'est-ce qu'on gagne? On ne gagne rien du tout, surtout par rapport à l'image du gouvernement qui nous a fait attendre, qu'on a attendu depuis très longtemps, et qu'on voit des dissensions de cette façon-là. Ça risque de cacher un malaise qui pourrait conduire à la perte de ces gouvernements que nous ne souhaitons pas, bien entendu, parce que le gouvernement a la responsabilité de répondre à moult besoins de la population, et que ces genres de choses devaient être plutôt gérées à l'interne que de manière cavalière de cette façon. C'était quand même assez brusque et brutal. Merci. Stéphanie Mbombo avait parlé d'une décision difficile. Est-ce qu'elle a été poussée, Marc Gardidiana, à la démission et puis mettre deux dames au niveau du même ministère? Est-ce que ce n'est pas ça aussi qu'il y aurait eu quelques pépins entre les deux? Non, je ne pense pas. Je crois qu'il faut qu'on respecte les femmes. C'est des gens avec l'intelligence capables de fédérer leurs intérêts. Mais on peut aussi parler d'une concurrence entre ces deux femmes. La première des questions m'a échappé à cause de ces détails-là. Je crois que c'est la question à laquelle je voulais... Les non-dits, c'était les non-dits, hein? Non, vous venez de poser une question. Et puis est-ce qu'elle a été poussée à la démission? Je crois que poussée, oui, parce que nécessairement, ou normalement, une démission pour des raisons de convenance personnelle est d'abord annoncée par la personne démissionnaire, pas par la structure. Quand on a inversé l'ordre, ça veut dire que... Elle aurait commencé sur ce compte Twitter. Non, mais une démission, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Et puis une démission... Regardons la procédure. Une démission où, à peine annoncée, il y avait déjà une prise d'acte avant même qu'on ne fasse l'annonce de cette démission. Là, je crois que tout est fait pour qu'on croie qu'elle a été poussée à cette démission. D'une part, il n'y a pas de fumée sans feu. D'une part, cela prouve de la célérité dans le traitement de membres du gouvernement voulu par la première ministre Judith Toulouka. L'insubordination et puis la première ministre montre des biceps. Il n'y aura pas de gouvernement parallèle. Pas forcément question de subordination, parce que je comprends pourquoi vous les dites par rapport aux informations données ici. Je ne pense pas que quelqu'un qui se déplace avec un message du chef de l'État à l'endroit de son homologue qui a un problème de procédure. Dans ce cas, la faute reviendrait au chef de l'État lui-même. Parce qu'avant, elle était envoyée spéciale du chef de l'État en cette matière-là. Ça veut dire que si elle est partie, elle a eu la bénédiction du chef de l'État. Est-ce qu'il y a une signature au niveau de la présidence ou pas? Encore que. Elle était cumulard. Parce que jusqu'à preuve du contraire, elle n'avait pas déposé. Tu ne peux pas être cumulard une fois que tu es nommé, toutes les dispositions antérieures. Vous le savez. Vous le savez. Tu ne peux pas être en même temps conseiller et puis membre du gouvernement. Mais laisse-moi évoquer. Non, c'est à moi de réfléchir. Non, mais l'émission est caractère pédagogique. Mais justement, laisse-moi aller. Je ne veux pas perdre ceux-là qui nous suivent. Allez-y. Allez-y rapidement. Ce n'est pas à moi que vous voulez faire la leçon, c'est à moi d'analyser. Ce que vous dites là, vous ne me l'apprenez pas. Je suis en train de parler, moi j'ai creusé comme vous. La source, elle était cumulard. Ici, le problème, vous me rappelez le fait, le droit. Le droit, moi je le connais, mais moi je vous parle de la réalité des choses, qu'elle était cumulard, parce que jusque-là, de fait, elle n'avait pas déposé... Non mais laissez-moi finir, c'est à moi d'analyser. Vous avez le temps de vous protéger, allez-y. Donc, la dame s'est comportée aussi encore comme envoyée spéciale du chef de l'État, parce qu'elle maintenait encore les cartes de cette fonction-là. Est-ce que dans sa tête, elle a confondu de rôle? Certainement. Mais je crois, à mon sens, ce qu'on doit dire aux gens, la plus grande responsabilité vient du rapport de Brazzaville. On ne sait pas dire de manière directe et claire qu'est-ce qu'elle a fait là-bas, comment elle s'est comportée, mais de sources internes renseignent qu'il y a eu de réclamations de la part que la dame se serait mal comportée. Dans le deuxième élément que j'évoquais, au-delà de cet aspect de choses administratives, quid sur le rapport des services de renseignement sur les personnes qui doivent être nommées. Au-delà de compétences, il y a le savoir-être, pour moi, qui est un élément essentiel. C'est pour ça qu'on demande d'enquêter avant, pour savoir quelle est la nature de la personne, si c'est quelqu'un qui est habité ou qui peut être habité par les fonctions de l'État. Je vais aller plus loin. Ce n'est pas question d'ordre personnel.
Quand j'évoquais ces sujets, après avoir discuté avec quelqu'un en interne, beaucoup de gens autour se sont pleins de l'attitude de madame. Son aversion rebelle vers le protocole, vers le respect vis-à-vis des autres, vers l'attitude vis-à-vis même de la hiérarchie. Vous comprenez? Et ça prouve à suffisance que c'était un élément qui a créé une friction entre les deux États et que pour des raisons de célérité, surtout, comment garder une ministre déléguée qui est l'interface de l'État dans les questions de l'économie du climat quand on sait qu'on doit composer avec le Congo-Brazzaville, les États du bassin du Congo, pour aller parler le même langage, mais que la dame qui doit représenter l'État dans ses intérêts, qui pour moi reste le plus grand travail qu'elle devrait faire dans ce gouvernement, est en conflit avec l'État partenaire. Je crois que pour moi, la meilleure des choses, c'était mettre quelqu'un qui sera en face pour que finalement, cette procédure aboutisse. Et je crois que pour moi, c'est le moindre mal. Ça peut porter atteinte sur l'image du gouvernement, mais pour des raisons d'efficacité, de célérité, pour moi, il fallait qu'on le fasse et que quelqu'un d'autre arrive avec un peu l'âme d'État et corriger les choses. Et Félix Tchamala, quels sont les non-dits d'Amen TV sur ce dossier? Je pense, des fois, ça me plaît lorsque je vois un ministre démissionner dès l'entame de ce Elle a parlé d'une décision, difficile. Oui, j'ai dit difficile. Vous savez, est-ce qu'elle a été contradémissionnée? Beaucoup ont confondu quand ils étaient tout autour du chef de l'État avec un certain pouvoir, où il agissait de n'importe quelle façon, où il traitait des gens de n'importe quelle manière. Lorsque vous vous déplacez pour aller quitter le point A pour aller au point C, vous devez aussi savoir comment se comporter. Je pense que... Et avoir l'esprit d'écoute aussi. Et on apprend au jour le jour. On apprend au jour le jour. J'aurais en moi entendu que la dame serait près d'une famille qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est pour cela, des fois, elle agit un peu gros dos pour un peu embêter les gens. Ainsi de suite. Je pense que elle jouit du principe de la présomption d'innocence. Il faut utiliser les conditionnels. Alors, je dirais, j'ai appris là, j'aurais appris que la dame serait d'une famille du pouvoir actuel. Les noms dit rapidement, selon vous. Et quelle leçon tirer rapidement? Je pense que la leçon tirée est que la dame... En RDC, les gens n'ont pas la culture de démission. Cette fois-ci, elle a démissionné. Oui, il faut jeter des fleurs sur Stéphanie Mbombo. Quelle fleur? Le législateur n'a pas donné les pouvoirs ni au Premier ministre ni au chef de revoquer. C'est-à-dire, c'était aussi une façon, parce que lorsque vous n'arrivez pas à faire bien votre travail, parce qu'il y a les noms dits de gauche à droite, que non, là, elle s'est comportée mal au niveau du Congo-Brazza. Elle a eu des coups de fil qu'on l'a interpellée par Bazaïba. Elle aurait refusé. Elle s'est entêtée et ainsi de suite. Mais je pense que c'est parce que quand elle dit que je suis prête pour servir la République démocratique du Congo dans ce que je connais comme matière, mais en même moment, vous dites que c'est pour l'honneur que je sors dans ce ministère. Mais ça commence mal pour une femme, parce que ça commence mal pour les femmes du gouvernement. Je ne pense pas. Voyons voir parce que Madame Judith Suminwa dit très bien qu'elle sera au moins très sévère. Je ne sais pas si ça commence déjà. Peut-être attendons le prochain. Merci. Oui, Tchamala, dans 10 secondes. Est-ce que la démission de Stéphanie Mbombo va fragiliser le gouvernement? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous savez déjà qui était en train d'être envisagé pour avoir le ministre chargé de relations avec le Parlement jusqu'aujourd'hui. Et il y a une candidate qui est du Nord Kivu. Elle a dit qu'il y a un poste vacant. Elle a même écrit à la première ministre. Je pense que c'est l'État même de changer juste à sa place. Prendre le ministère du climat de quoi. Mais la ministre de l'Environnement est là, elle peut ou ne pas être là. On doit fusionner. C'était une manière d'aider. Parce que c'est Bazaïba. C'est pas faisable maintenant parce qu'il y a une nomenclature déjà définie. Il y a un ministère délégué, ça sera un vide. Et je comprends. Le souci, moi je ne suis pas contre l'idée de mettre ce ministère parce que c'est un ministère délégué qui a un rôle très crucial. On est en face des enjeux énormes. C'est vraiment Bazaïba planter les décors. Au regard de la complexité des questions d'ordre environnemental, il faut que quelqu'un suive dans l'approche économique des questions du climat. C'est important.
La question maintenant, c'est qu'il faut trouver une bonne personne. Et moi, je peux recommander une personne. Il y a un monsieur Tossi Panou qui, depuis toujours, est un expert des États, le moins développé, qui, depuis la COP 21, a battu un travail remarquable. Mais le problème, c'est que comme il était à l'époque de Kabila, qui va aller le chercher? Mais le problème, on ne fait pas la... Panou est proche du pouvoir aujourd'hui. Mais je pense on est à la fin de l'émission. On va avoir un gouvernement maniable, à force de multiplier. Il y a des États ici, même proches de nous, qui n'ont pas disséqué leur ministère d'environnement. La nomenclature là peut toujours être revue pour question d'efficacité. Pour question de fiscalité. Faudrait. Il faut signer une ordonnance. Mais est-ce que ça coûte quoi? Les stylos, ça manque? Non, merci Serge Nseka. Mais si on veut être efficace, on doit avoir le courage de recadrer, de revoir. Merci, on est à la fin de l'émission. Hein. Merci à Serge Nseka du Journal de la Ville, et puis Félix Chamala d'Amen TV et Marc Gardi Diana d'LFT. Retrouvez cette émission en rediffusion samedi à 18h40, mais également à la radio digitale Congo FM les dimanches sur 6.5. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir de vous servir. Et bonne journée chez vous, accompagné de votre chaîne.